Chapitre 7. Bauge. Dame Patience, la dame de Castelcerre, comme on en vint à l'appeler, accéda à l'autorité d'une façon très particulière. Née dans une famille noble et dame par sa naissance, elle fut élevée au statut de reine servante par son mariage précipité avec le roi servant chevalerie. Mais elle ne revendiqua jamais à cette époque l'influence dont elle aurait pu disposer par son lignage et son union. C'est seulement une fois seule, abandonnée à Castelcerre, que Dame Patience l'excentrique s'empara des rênes du pouvoir. Ce qu'elle fit, comme elle avait toujours tout fait dans sa vie, d'une façon fortuite et fantasque, qui n'aurait mené à rien toute autre femme qu'elle. Elle ne joua pas de ses liens familiaux, ni de relations d'influence qu'aurait pu lui valoir la position de son défunt époux. Non, elle commença par l'étage le plus bas. Pouvoir. Les prétendus hommes d'armes, qui sont tout aussi fréquemment des femmes. Les rares qui demeuraient des gardes personnels du roi subtil et de la reine kétricaine se trouvaient dans l'étrange cas de défenseurs qui n'ont plus rien à défendre. La garde de Castelcerre s'était vue supplantée dans ses devoirs par les troupes personnelles que le seigneur Brillant avait fait venir de Bauge et reléguées à de basses corvées telles que le nettoyage et l'entretien du château. Payés de façon irrégulière, trop souvent désœuvrés ou occupés à des tâches humiliantes, ces hommes et ces femmes avaient perdu tout respect d'eux-mêmes. Dame Patience, sous prétexte qu'ils n'avaient rien d'autre à faire, se mit à requérir leurs services. Elle demanda une escorte lorsqu'elle décida brusquement de monter son ancien palefroid, Soyeuse. Ces sorties devinrent peu à peu des excursions qui lui prenaient toute la journée, puis des visites aux villages attaqués ou qui craignaient de l'être, et où elle passait la nuit. Dans les bourgs victimes des pirates, elle et Brodette, sa chambrière, faisaient ce qu'elle pouvait pour les blesser, dressait une liste des habitants tués ou forgisés, et fournissait en la personne des gardes, des bras solides pour aider au nettoyage des décombres dans les rues principales et à l'édification d'abris provisoires pour ceux qui n'avaient plus de toit. Bien que ne faisant pas partie du travail habituel de guerrier, ces tâches venaient vivement rappeler aux hommes et aux femmes qu'ils avaient été formés à combattre, et ce qui arrivait quand les défenseurs faisaient défaut, et la reconnaissance des gens auxquels il apportait leur aide rendait au groupe sa fierté et sa cohésion interne. Dans les villages encore indemnes, la présence des gardes manifestait, si peu que ce fût, que la force et l'orgueil de Castelcerre existaient toujours. Dans plusieurs bourgades, des palissades improvisées furent érigées derrière lesquelles les habitants pouvaient se mettre à l'abri des pirates et avoir ainsi une petite chance de se défendre. Nul document ne mentionne les sentiments du seigneur Brillant envers les randonnées de Dame Patience, auxquelles elle ne donna d'ailleurs jamais le moindre caractère officiel. C'étaient des sorties à but de divertissement, et les gardes qui l'accompagnaient s'étaient portés volontaires pour l'escorter, ainsi que pour accomplir les tâches qu'elle leur donnait dans les villages. Certains ayant acquis sa confiance se voyaient investis de commissions, comme porter des messages au château de Ripon, de Béarn et même de Hautfond, pour demander des nouvelles des villes côtières et en fournir de Castelcerre. Elle remettait souvent à ses messagers une pousse du lierre, dont elle avait toujours un pot dans ses appartements en témoignage d'identité auprès des destinataires de ses messages et de ses renforts. Plusieurs ballades ont été écrites sur ses courriers au lierre, pour raconter la bravoure et l'ingéniosité dont il faisait preuve et rappeler qu'avec le temps, le lierre finit toujours par vaincre les murailles les plus hautes. Le plus célèbre exploit de cette période fut peut-être celui de Pensée, la plus jeune de ses courriers. À l'âge de 11 ans, elle se rendit jusqu'aux cavernes de glace, où se cachait la duchesse de Béarn, pour l'avertir du moment et du lieu où devait arriver un navire d'approvisionnement. Elle effectua une partie du trajet dissimulée dans un chariot volé par les pirates, au milieu des sacs de grains. Après quoi, elle se faufila hors du cœur même de leur camp pour continuer sa mission. Non sans avoir d'abord mis le feu à la tente où dormait le chef, afin de venger ses parents forgisés. Pensée mourut avant d'avoir 13 ans, mais ces hauts faits demeureront longtemps dans la mémoire. D'autres aidèrent Patience à échanger ses bijoux et cette terre familiale contre espèces sonnantes et trébuchantes qu'elle employa, comme elle l'entendait, ainsi qu'elle en avait le droit, ainsi qu'elle le déclara au seigneur Brillant. Elle achetait du grain et des moutons à l'intérieur,
Et là encore, ces volontaires veillaient au transport et à la distribution. Ce petit bateau d'approvisionnement rendait l'espoir aux défenseurs retranchés. Patience versait des sommes symboliques aux maçons et aux charpentiers, en paiement de la reconstruction des villages détruits. Et elle donnait de l'argent, peu, certes, mais avec ses remerciements les plus sincères, aux gardes qui s'offraient à l'aider. Le temps que le port du signe du lierre devint d'usage commun chez les gardes de Castelcerre, ce n'était déjà plus que la reconnaissance d'un état de fait. Ces hommes et ces femmes étaient les soldats de patience qu'elle payait de sa propre poche, quand elle en avait les moyens. Mais, plus important à leurs yeux, qu'elle estimait et employait, qu'elle soignait quand ils étaient blessés, et qu'elle défendait d'une langue acerbe si quelqu'un osait les dénigrer. Telles furent les fondations de son influence et la base de la force dont elle finit par disposer. Une tour s'écroule rarement en partant du pied, répétait-elle en affirmant tenir cet adage du prince chevalerie. Nous avions dormi tout notre soul et avions le ventre plein. Sans obligation de chasser, nous passâmes la nuit à marcher en nous tenant bien à l'écart de la route, rendus prudents par l'expérience. Mais nous ne rencontrâmes pas de forgisés. Une grande lune blanche nous traçait un sentier d'argent parmi les arbres. Nous nous déplacions comme une créature unique, pensant à peine, sauf pour analyser les odeurs et les bruits que nous captions. La résolution glacée qui s'était emparée de moi avait contaminé Œil de Nuit. Il n'était pas question de crier mes intentions sur tous les toits, mais nous pouvions y songer sans nous concentrer exclusivement sur elle. C'était une envie de chasser, mais différente, alimentée par une autre sorte de faim. Cette nuit-là, nous dévorâmes les lieux sous l'œil scrutateur de la lune. Mon plan était sous-tendu par une logique militaire, une stratégie que Vérité aurait approuvée. Guillot me savait vivant. J'ignorais s'il le révélerait aux autres membres du clan, ou même à Royal. Je le soupçonnais de vouloir me vider de ma force d'art comme Justin et Sereine avaient aspiré celle du roi subtil. Un tel rapt d'énergie devait procurer une extase obscène dont il voudrait jouir seul. J'avais aussi la quasi-certitude qu'il me chercherait sans répit. Décidé à me débusquer, il savait la terreur qu'il m'inspirait et ne s'attendrait pas à ce que je fonce sur lui, tête baissée, résolu à les tuer tous. Non seulement lui et ses pairs, mais Royal également. Ma rapide progression en direction de négoce restait peut-être ma meilleure tactique pour me dissimuler à lui. Le pays de Bauge est réputé pour être aussi ouvert que serre et tourmenté et boisé. La première aube nous vit arriver dans une forêt d'un type qui ne nous était pas familier, clair et feuillu. Nous nous installâmes pour la journée dans un bosquet de bouleaux, au sommet d'une butte aux pentes douces qui dominait un grand pâturage. Pour la première fois depuis l'attaque, j'enlevai ma chemise pour examiner à la lumière du jour mon épaule meurtrie par le coup de gourdin. Elle était bleu-noire et douloureuse quand j'essayais de lever le bras au-dessus de la tête. Mais c'était tout. Une blessure sans gravité. 3 ans plus tôt, je m'en serais inquiété bien davantage. Je l'aurais bassiné à l'eau froide, y aurais appliqué un cataplasme aux herbes pour hâter la guérison. Aujourd'hui, bien que j'eusse l'épaule violacée et qu'elle m'élançât à chaque mouvement, je n'y voyais qu'une grosse échymose qui se guérirait toute seule. Je grimaçai un sourire en renfilant ma chemise. Œil de Nuit se prêta mal à mon examen de sa blessure. Elle commença à se fermer, comme j'écartais les poils des lèvres de la plaie. Il tourna soudain la tête et saisit mon poignet entre ses crocs sans rudesse, mais avec fermeté. Laisse, ça guérira. Il y a de la terre dedans. Il renifla l'entaille, puis y passa un coup de langue pensif. Pas tant que ça. Laisse-moi y jeter un coup d'œil. Tu ne te contentes jamais d'un coup d'œil. Tu y mets aussi les doigts. Alors ne bouge pas et laisse-moi y mettre les doigts. Il accepta de mauvaise grâce. Les bouts d'herbe s'étaient pris dans la croûte en formation et j'entrepris de les retirer. À plusieurs reprises, il me mordilla le poignet. Pour finir, il émit un grondement qui me fit comprendre qu'il en avait assez. Pourtant, je n'étais pas satisfait, et j'enduisis la plaie avec le baume de Buriche, ce qu'il supporta avec le plus grand mal. Tu t'inquiètes trop de ces choses-là, me dit-il d'un ton exaspéré.
Te voir blessé à cause de moi me fait horreur. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas ainsi qu'un loup doit vivre, seul, aéré sans cesse. Tu devrais faire partie d'une meute, protéger ton territoire, et peut-être, un jour, prendre une compagne. Un jour, c'est un jour, et il arrivera ou il n'arrivera pas. C'est bien des hommes de se soucier de choses qui peuvent aussi bien se produire que ne pas se produire. Tu ne peux pas manger ta viande avant de l'avoir tuée. Et d'ailleurs, je ne suis pas seul. Nous sommes ensemble. C'est vrai, nous sommes ensemble. Je m'allongeai à côté d'œil de nuit pour dormir. L'image de Molly me vint, mais je la chassai résolument et m'efforçai de m'assoupir. En vain. Je me tournais et me retournais jusqu'à ce qu'œil de nuit se mette à gronder, se lève et aille se recoucher un peu plus loin. Je restai un moment assis, perdu dans la contemplation de la vallée tapissée d'arbres. Je me savais proche d'une décision stupide. Refusant d'en appréhender toute la stupidité et l'imprudence, je pris une inspiration, fermai les yeux et tendis mon esprit vers Molly. J'avais redouté de la trouver dans les bras d'un autre. J'avais redouté de l'entendre parler de moi avec mépris. Mais je ne la trouvais pas du tout. À plusieurs reprises, je recentrais mes pensées, rassemblais mes énergies et tentais de l'atteindre. Mes efforts furent récompensés par l'image d'art de Burisch, en train de couvrir de chaume le toit d'une maisonnette. Il était torse nu. Le soleil d'été l'avait halé au point de lui donner la couleur du bois poli, et son dos ruisselait de sueur. Il baissa les yeux vers quelqu'un en dessous de lui. Une expression d'agacement passa sur ses traits. « Je sais très bien que vous pourriez le faire vous-même, madame, mais j'ai assez de soucis comme ça, sans craindre en plus que vous dégringoliez tous les deux de là-haut. » Quelque part, l'effort me faisait halter, et je repris conscience de mon corps. Je m'en écartai à nouveau et me tendis vers Burisch. Je réussis à le retrouver, mais je le distinguais comme à travers une brume. « Burisch !» criai-je. « Burisch, c'est Fitz !» Son esprit me resta clos. Je ne captais pas le moindre écho de ses pensées. Maudissant mon art imprévisible, je me renfonçai dans les nuées tourbillonnantes. Vérité apparut devant moi, secouant la tête, les bras croisés. Sa voix ne faisait pas plus de bruit qu'un souffle de vent. Il se tenait immobile, au point que j'avais peine à le voir. Pourtant, je sentis qu'il lui fallait beaucoup d'énergie pour me contacter. « Ne fais pas ça, mon garçon, » me dit-il à mi-voix. « Tu n'arriveras qu'à te faire du mal. » Je me trouvais soudain en un autre lieu. Il était adossé à un vaste bloc de pierre noire et l'épuisement tirait ses traits. Il se massa les tempes comme s'il avait mal à la tête. Moi non plus, je ne devrais pas le faire. Mais parfois j'ai tellement envie de... Ah, ne fais pas attention à ce que je dis. Sache simplement ceci. Il est des choses qu'il vaut mieux ignorer. Et il est trop risqué d'artiser en ce moment. Si je puis sentir ta présence et te trouver, un autre le peut aussi. Il t'attaquera par tous les moyens. N'attire pas son attention sur ceux qui te sont chers. Il n'aurait aucun scrupule à les utiliser contre toi. Renonce à eux pour les protéger. Il parut tout d'un coup retrouver de la vigueur. Il eut un sourire amer. Je sais ce qu'implique d'agir ainsi, de leur dire adieu pour leur bien. C'est ce qu'a fait ton père, et toi aussi tu en as la force. Laisse-les où ils sont, mon garçon, et rejoins-moi si tu en as toujours envie. Rejoins-moi, et je te montrerai ce qu'il est possible de faire. Je me réveillai à midi. Le soleil qui me tombait sur le visage m'avait donné la migraine, et je me sentais vaguement tremblant. J'allumai un petit feu afin de préparer un peu de tisane à l'écorce elfique pour me calmer. Économe de mes provisions, je n'utilisais qu'un petit bout d'écorce et de l'ortie délassante. Je n'avais pas prévu d'y avoir si souvent recours, et il me semblait judicieux de préserver mes réserves, car je risquais d'en avoir besoin après avoir affronté le clan de Royal. Quel optimisme! Œil de nuit entr'ouvrit les paupières, observa un moment, puis s'assoupit à nouveau. Je contemplais la contrée environnante en buvant l'âcre décoction à petites gorgées. Le rêve bizarre que j'avais fait m'avait laissé la nostalgie d'un lieu et d'un temps où des gens me manifestaient de l'affection. J'avais tourné le dos à tout cela.
Enfin, pas complètement. Je m'assis près d'Œil de Nuit et posai ma main sur son épaule. Son pelage frissonna. Dors, fit-il d'un ton grogneux. Je n'ai que toi au monde, dis-je, envahi de mélancolie. Il bâilla paresseusement. Tu n'as besoin de personne d'autre. Dors maintenant. Dormir, c'est sérieux, ajouta-t-il gravement. Je souris et m'étendis de nouveau près de mon loup, une main sur sa fourrure. Il irradiait la simple satisfaction d'avoir le ventre plein et de somnoler au soleil. Il avait raison. Il ne fallait pas plaisanter avec cela. Je fermai les yeux et dormis d'un sommeil sans rêve le reste de la journée. Au cours des jours et des nuits suivants, le pays que nous traversions se couvrit de forêts peu épaisses, qu'interrompaient de vastes prairies. Les bourgs étaient entourés de vergers et de champs de céréales. J'avais déjà traversé Bauge bien des années plus tôt. J'accompagnais à l'époque une caravane, mais nous coupions à travers la campagne au lieu de longer le fleuve. Et j'étais un jeune assassin plein de confiance, qui allait accomplir un meurtre important. Le voyage s'était achevé sur ma première expérience de la perfidie de Royal, et j'en avais réchappé de justesse. Aujourd'hui comme alors, je traversais Bauge et je m'apprêtais à commettre un meurtre au bout de mon chemin. Mais cette fois, personne ne m'accompagnait. Je suivais la route du fleuve. L'homme que j'allais tuer était mon propre oncle, et son assassinat répondait à ma seule volonté. Parfois, cette idée me procurait une profonde satisfaction. En d'autres occasions, elle me glaçait les sangs. Fidèle à la promesse que je m'étais faite, j'évitais avec application la société des hommes. Nous ne nous écartions pas des parages de la route et du fleuve, mais, à l'approche des villes, nous effectuions de larges détours, mouvements délicats dans une campagne aussi dégagée. C'était une chose de contourner un hameau de serre blotti au creux d'un méandre du fleuve et entouré de bois. C'en était une autre de franchir des champs de blé ou de se faufiler dans des vergers sans éveiller l'attention des chiens, des propriétaires. Je parvenais dans une certaine mesure à tranquilliser les chiens, quant à nos intentions, s'ils avaient un tempérament crédule. Mais la plupart de ces gardiens de ferme éprouvent une méfiance envers les loups qu'aucune parole rassurante ne pouvait apaiser. Les plus vieux, eux, avaient tendance à regarder avec suspicion un humain qui voyageait en compagnie d'un loup, et on nous poursuivit plus d'une fois. Le vif me donnait la capacité de communiquer avec certains animaux, mais pas la garantie qu'ils m'écouteraient ni qu'ils me croiraient. Les chiens ne sont pas bêtes. La chasse non plus n'était pas la même dans ces régions découvertes. Pour la majeure partie, le gibier était constitué de petits animaux fouisseurs qui vivaient en groupe, et les plus grands nous battaient à la course sur les vastes étendues plates du pays. Le temps passé à chasser était du temps où nous ne nous déplacions pas. Aussi, quand nous toubions sur des poulaillers non gardés, m'y introduisais-je discrètement pour voler des œufs aux volailles endormies. Je ne me faisais pas scrupule non plus de marauder prunes et cerises dans les vergers que nous traversions. Nous abattîmes presque par hasard un jeune haragar ignorant, un de ces porcs à demi sauvages que certains nomades élèvent pour la boucherie. Sans chercher à savoir d'où celui-ci s'était échappé, nous le tuâmes du croc et de l'épée. Ce soir-là, je laissai Œil de Nuit manger tout son saoul, puis, à son grand agacement, je découpai le reste de la viande en lanières de diverses largeurs que je mis à sécher au soleil, au-dessus d'un petit feu. La plus grande partie de la journée passa avant que je fusse convaincu que la viande était séchée, à cœur, et se conserverait bien. Mais, grâce à cela, nous pûmes voyager plus vite les jours suivants. Quand du gibier se présentait, nous le chassions et le tuions. Mais, dans le cas contraire, nous pouvions toujours nous rabattre sur le haragar boucané. Nous suivîmes ainsi le fleuve Cer vers le nord-ouest. À l'approche de la vaste ville marchande de Turlac, nous la contournâmes largement et nous dirigeâmes quelque temps uniquement aux étoiles. Progresser sur des plaines tapissées de joncs à cette époque de l'année était davantage du goût d'œil de nuit. Nous apercevions fréquemment au loin des troupeaux de vaches, de moutons, de chèvres, et moins souvent de harakars. Mes contacts avec les nomades qui gardaient ces animaux se limitaient à la vue de leurs silhouettes à cheval ou de leurs feux sur lesquels se découpaient les tentes coniques
qu'ils employaient lorsqu'ils montaient le camp pour un jour ou deux. Ces nuits que nous passâmes à trotter, nous nous retrouvâmes loups à nouveau. J'étais revenu en mon état antérieur, mais j'en avais conscience, et, tant que cela était vrai, je me disais que cela ne pouvait guère me nuire. À la vérité, je crois même que cela me faisait du bien. Si j'avais voyagé avec un autre être humain, la vie aurait été compliquée. Nous aurions discuté itinéraire, vivres et tactique, une fois arrivés à guet de négoce. Mais le loup et moi courions simplement côte à côte, nuit après nuit, et notre existence était dépouillée à l'extrême. La camaraderie que nous partagions s'en trouvait sans cesse accrue. Les propos de Rolf le Noir m'avaient fait grande impression et donnaient fort à penser. Par certains côtés, j'avais considéré Œil de Nuit et le lien qui nous unissait comme allant de soi. Autrefois, c'était un louveteau, mais aujourd'hui, c'était mon égal et mon ami. D'aucuns parlent d'un chien ou d'un cheval, comme si chacun d'entre eux était indiscernable des autres. J'ai entendu un homme dire le cheval, en désignant la jument qu'il possédait depuis 7 ans, comme il aurait dit la chaise ou la maison. Je n'ai jamais compris cela. Il n'est pas nécessaire d'avoir le vif pour être sensible à l'amitié d'un animal, ni pour savoir qu'elle est tout aussi riche et complexe que celle d'un homme ou d'une femme. Fouineau était un chiot chaleureux, plein d'une curiosité juvénile, tandis que Martel avait un caractère revêche et agressif, qui le poussait à se montrer brutal dès qu'on lui en laissait l'occasion. Et son sens de l'humour avait un côté fruste. Quant à Œil de Nuit, il était aussi différent d'eux qu'il l'était de Buriche ou d'Imbre. Et ce n'est pas faire preuve d'irrespect envers eux qu'affirmer que c'est de lui que j'étais le plus proche. Je ne savais pas compter, mais j'étais incapable de décrypter l'odeur d'un cerf dans la brise et de dire s'il s'agissait d'un mâle ou d'une femelle. Il ne pouvait pas se projeter plus loin que le lendemain, mais la puissante concentration dont il faisait montre, quand il chassait à l'affût, restait totalement hors de mes capacités. Il y avait des différences entre nous et aucun ne se prétendait supérieur à l'autre. Aucun ne donnait d'ordre à l'autre, ni n'attendait de lui une obéissance aveugle. Mes mains constituaient de précieux outils pour enlever à Œil de Nuit piquant de porc-épic, épines et tiques, et pour gratter les zones inaccessibles de son dos, qui le démangeaient particulièrement. Et ma taille me donnait un certain avantage pour repérer le gibier et surveiller le terrain. Si bien que, même s'il me plaignait de posséder des dents de vache, des yeux guère sensibles dans le noir et un nez qu'il décrivait comme un paquet de chair inutile au milieu de ma figure, il ne me dédaignait nullement. Nous savions l'un et l'autre que ses compétences de chasseur rapportaient la plus grande part de la viande que nous mangions. Pourtant, jamais il ne me refusait une part égale à la sienne. Qu'on me montre un homme qui ait ces qualités, si cela existe. Ah si, Cabot, lui dis-je un jour pour plaisanter. Je dépeçai avec prudence un porc épic que j'avais tué d'un coup de gourdin après qu'Œil de Nuit eût insisté pour que nous l'attrapions, et son empressement à vouloir manger risquait de nous transformer l'un et l'autre en pelotes de piquant. Il recula avec un frémissement impatient de la croupe. Pourquoi les hommes parlent-ils ainsi ? Me demanda-t-il alors que je tirais avec précaution sur la peau couverte d'aiguillons. Comment ça ? En donnant des ordres. De quel droit un homme donne-t-il des ordres à un chien, s'ils ne sont pas de la même meute ? Certains sont de la même meute, presque, répondis-je tout haut en réfléchissant. Je tirai sur la peau que je tenais par une touffe de fourrure ventrale dépourvue de piquant, et passai ma lame le long du tégument ainsi exposé. En se détachant de la viande grasse, la peau produisait un chuintement. Certains hommes croient avoir ce droit, repris-je au bout d'un moment. Pourquoi ? Insista Œil de Nuit. À mon grand étonnement, je m'aperçus que je ne m'étais jamais posé la question. Certains s'imaginent vouloir mieux que les bêtes, fis-je lentement. Ils pensent avoir le droit d'user d'elles, de leur donner des ordres comme bon leur semble. Penses-tu comme eux ? Je ne répondis pas tout de suite. Avec mon couteau, j'opérais sur la ligne de jonction entre la peau et la graisse. Je maintins une tension constante sur la peau tout en contournant l'épaule de l'animal. Je montai un cheval
n'est-ce pas, quand j'en avais un? Se pliait-il à ma volonté parce que je valais mieux que lui? Je m'étais servi de chiens pour chasser et de faucons à l'occasion. De quel droit me faisais-je obéir d'eux? Assis par terre devant le porc-épic que je dépeçais, je demandais: valons-nous mieux que ce porc-épic que nous allons manger? Ou bien se trouve-t-il simplement qu'aujourd'hui nous avons été plus forts que lui? Œil de nuit inclina la tête, les yeux fixés sur mon couteau, et mes mains qui mettaient la chair à nu. Je suis toujours plus intelligent qu'un porc-épic, je crois, mais je ne lui suis pas supérieur. Peut-être le tuons-nous et le mangeons-nous parce que nous en sommes capables. Tout comme il étira ses pattes avant d'un mouvement langoureux. Je dispose d'un humain bien dressé pour dépecer à ma place ces créatures piquantes, afin que je les savoure encore davantage. Il laissa pendre sa langue en me regardant. Nous le savions l'un comme l'autre, sa réponse n'éclairait qu'une partie de l'énigme. Je passai ma lame le long de l'échine de l'animal, et la peau se détacha enfin complètement. Je vais faire du feu et cuire une partie de la viande, pour en éliminer la graisse avant de la manger, dis-je, songeur. Sinon, je vais être malade. Donne-moi ma part, et fais ce que tu veux avec la tienne, répondit Œil de Nuit avec largesse. Je tranchai les muscles autour des pattes postérieures, rompis les articulations, et finis de les détacher au couteau. J'avais plus qu'assez de viande pour me rassasier. Je déposai mon futur repas sur la peau de la bête, et tandis qu'Œil de Nuit emportait sa part un peu à l'écart et entreprenait d'en briser les os, je bâtis un petit feu, au-dessus duquel je mis à cuire les pâtes embrochées. Je ne me considère pas comme supérieur à toi, fis-je à mi-voix. Je ne me considère d'ailleurs pas comme supérieur à aucune bête, même si, comme tu l'as dit, je suis plus intelligent que certaines. Qu'un porc-épic, peut-être, observa-t-il avec bienveillance. Mais qu'un loup, je ne crois pas. Nous apprenions peu à peu toutes les nuances du comportement de l'autre. Parfois chasseurs, farouchement talentueux, nous trouvions notre plus vif plaisir à tuer à l'affût, nous déplaçant remplis d'une dangereuse résolution. D'autres fois, nous jouions à nous battre comme des chiots, à nous pousser l'un l'autre dans les taillis, à nous pincer et à nous mordre tout en suivant notre chemin. Et le gibier effrayé s'enfuyait sans même que nous le vissions. Certains jours, nous passions les heures de la fin du jour à somnoler avant de nous mettre en chasse, puis de reprendre notre route, le ventre ou le dos chaud de soleil, les oreilles remplies du bourdonnement des insectes qui ressemblait au sommeil lui-même. Alors, il arrivait que le grand loup roule sur le dos comme un bébé chien et me demande de passer mes ongles dans la fourrure du ventre, de lui ôter tiques et puces des oreilles, ou simplement de lui gratter avec soin la gorge et la nuque. Les matins frisquets et brumeux, nous nous couchions en boule l'un contre l'autre pour nous réchauffer avant de dormir. Parfois, un rude coup de truffe dans le nez m'éveillait, et, quand j'essayais de m'asseoir, je m'apercevais qu'il s'était assis exprès sur mes cheveux pour me clouer la tête au sol. En d'autres occasions, j'émergeais seul du sommeil et découvrais Œil de Nuit, assis un peu plus loin, en train de contempler la campagne environnante. Je me rappelle l'avoir vu un jour se découper ainsi sur le soleil couchant. La légère brise du soir ébouriffait ses poils, et je perçus en lui une solitude que rien de ce que je pouvais lui apporter ne pouvait combler. Mortifié, je le laissais tranquille sans même chercher à le contacter. Par certains côtés, pour lui, je ne valais pas mieux qu'un loup. Une fois qu'on tournait Turlac et les bourgades voisines, nous reprîmes au nord pour rejoindre l'Avin. C'était un fleuve aussi différent de la Serre qu'un bœuf d'un étalon, gris et placide. Il coulait au milieu des champs avec force méandre dans son vaste lit de gravier. Sur notre rive, une piste suivait plus ou moins le cours d'eau, empruntée surtout par des troupeaux de chèvres et de vaches que nous entendions venir longtemps à l'avance et que nous évitions donc aisément. Peu profonde et encombrée de bancs de sable sujets à déplacement, la Vin n'est pas aussi navigable que la Serre, mais quelques embarcations y circulaient néanmoins. Sur sa rive baugienne apparaissait une route fréquentée, piquetée de villages et même de villes. Nous vîmes des péniches remonter le courant, tirées par des mules. Sur les portions droites du fleuve,
et je supposais qu'il fallait faire franchir aux cargaisons les hauts fonds par voie de terre. De notre côté, les constructions semblaient se limiter au débarcadère des bacs et aux rares comptoirs servant aux échanges avec les bergers nomades, et qui regroupaient parfois une taverne, quelques échoppes et une poignée d'habitations sur leur pourtour, mais guère davantage. Œil de Nuit et moi les contournions. Quant aux quelques villages que nous rencontrions sur notre rive, ils étaient déserts à cette époque de l'année. En cette saison, les bergers nomades qui vivent sous la tente durant les mois les plus chauds faisaient paître leurs troupeaux dans les plaines centrales, en les déplaçant à lente allure d'un point d'eau à l'autre dans les riches pâtures. L'herbe envahissait les rues des villages et montait à l'assaut des murs des maisons en terre. Une atmosphère de paix baignait ces hameaux abandonnés. Pourtant, leur absence de vie m'évoquait les conséquences d'une attaque de pirates, et nous ne nous attardions pas dans leurs parages. Nous devenions l'un et l'autre plus secs et plus résistants. Je trouai mes chaussures et je dus les réparer avec du cuir brut. Mes pantalons usés perdirent leur ourlet, et j'en cousis un nouveau à mi-mollet. Je me lassais de laver trop souvent ma chemise. Les poignets et le devant étaient maculés de taches brunes, restes du sang des forgisés et de nos proies. Elle était aussi déchirée et rapetassée que celle d'un mendiant, et ces différences de teinte ne faisaient qu'ajouter à son aspect misérable. Je la rangeai un jour dans mon baluchon et poursuivis mon chemin torse nu. Grâce au temps clément, elle ne me manquait pas pendant la journée, et comme nous voyageons à partir de la brune, mon corps en mouvement fabriquait sa propre chaleur et supportait sans mal la fraîcheur des nuits. Le soleil m'avait donné un hâle presque aussi noir que le pelage de mon loup. Physiquement, je me sentais bien. Je n'avais plus la force que m'avait octroyé le maniement de l'aviron et les combats, ni la même musculature, mais j'étais en parfaite santé, souple et mince. J'étais capable de trotter toute la nuit aux côtés d'un loup, sans en éprouver de fatigue. J'étais un animal vif et silencieux, et je me prouvais sans cesse à moi-même ma propre capacité à survivre. Je retrouvais une grande partie de la confiance en moi que Royal avait détruite. Mon corps n'avait pourtant pas oublié ni pardonné ce que Royal lui avait infligé, mais je m'étais fait à ses douleurs et à ses cicatrices, et j'avais presque relégué les cachots au passé. Je ne laissais pas mon sombre but jeter une ombre sur ces jours dorés. Œil de Nuit et moi marchions, chassions, dormions et marchions encore. C'était une vie si simple et si bonne que j'en oubliais de la savourer, jusqu'au jour où j'en fus dépouillé. Alors que le crépuscule s'épaississait, nous étions descendus au bord du fleuve, avec l'intention de boire tout notre soul, avant de nous mettre en route pour la nuit. Mais comme nous approchions de l'eau, Œil de Nuit s'était soudain pétrifié, le ventre à terre, les oreilles pointées en avant. Je m'immobilisai à mon tour, accroupi, et alors mon nez, pourtant peu efficace, détecta une odeur inconnue. « Qu'est-ce que c'est ? Et de quel côté ?» demanda-je au loup. Je les vis, avant qu'il eût le temps de répondre. De petits cerfs qui se dirigeaient à pas délicats vers la berge. Guère plus grands qu'Œil de Nuit, ils portaient en guise d'andouillé des cornes en spirale, à la façon des chèvres, noires et luisantes sous l'éclat de la lune. Je ne connaissais ces créatures que par un vieux bestiaire que possédait Imbre, et j'étais incapable de me rappeler leur nom. « À manger ?» fit Œil de Nuit, sans s'embarrasser de phrase, et je me ralliai aussitôt à son point de vue. Le chemin que les bêtes suivaient les amènerait à un bond de notre position. Œil de Nuit et moi les attendîmes sans bouger. La harde d'une dizaine de cerfs accéléra l'allure, rendue imprudente par la proximité de l'eau fraîche. Nous laissâmes passer la bête de tête, prêt à sauter sur le gros de la troupe où les animaux étaient les plus serrés. Mais alors qu'Œil de Nuit, l'arrière-train frémissant, se ramassait, un long hurlement indécis tomba de la nuit. Œil de Nuit se redressa aussitôt avec un gémissement inquiet. Dans une explosion de sabots et de cornes, les cerfs s'égayèrent pour se mettre hors de notre portée. Bien que nous fussions trop distraits pour les poursuivre, et notre repas ne fut bientôt plus qu'un tonnerre lointain. Je le regardais disparaître atterré, mais Œil de Nuit ne sembla même pas s'apercevoir de leur soudaine absence. La gueule ouverte, il émettait des sons qui tenaient le milieu entre le hurlement et la lamentation, et il remuait la mâchoire comme s'il essayait de parler. Le choc que j'avais perçu en lui, lorsqu'il avait entendu le cri lointain du loup,
m'avait fait bondir le cœur dans la poitrine. Je n'aurais pas été plus bouleversé si ma propre mère m'avait soudain appelé dans la nuit. En réponse, des hurlements et des abois jaillirent d'une petite élévation de terrain au nord d'où nous nous trouvions, et le premier loup joignit sa voix au concert. Œil de nuit tournait alternativement la tête vers l'une et l'autre source de cris, tout en produisant de petits gémissements du fond de la gorge. Brusquement, il leva le museau et à son tour poussa un hurlement haché. Un profond silence accueillit sa déclaration, puis la meute, qui se tenait sur la butte, donna de nouveau de la voix, non pour donner le signal du combat, mais pour annoncer son identité. Avec un bref regard d'excuse vers moi, Œil de nuit s'en alla. N'en croyant pas mes yeux, je le vis se précipiter vers la colline peu élevée. Après un instant de stupéfaction, je me dressai d'un bond et me lançai à sa poursuite. Il avait une bonne avance, mais dès qu'il s'aperçut de ma présence à ses trousses, il ralentit, puis me fit face. Je dois y aller, seul, me dit-il avec gravité. Attends-moi ici. Et il me tourna le dos pour reprendre sa route. L'affolement me prit. Attends, tu ne peux pas y aller seul. Ils ne sont pas de notre meute. Nous sommes des intrus, ils vont t'attaquer. Mieux vaut ne pas y aller du tout. Il le faut, répliqua-t-il, et sa résolution ne faisait pas de doute. Il s'éloigna au trot. Je courus derrière lui. Œil de nuit, par pitié. J'étais soudain terrifié pour lui, terrifié de ce vers quoi il fonçait tête baissée. Il s'arrêta et me lança ce qui constituait pour un loup un très long regard. Tu comprends, tu le sais bien. C'est l'heure de me faire confiance comme je t'ai fait confiance. Je dois le faire, et je dois le faire seul. Et si tu ne revenais pas, demandai-je au désespoir. Tu es revenu de ta visite à la ville. Je reviendrai. Continue à suivre le fleuve. Je te retrouverai. Va maintenant. Retourne-t'en. Je cessai de trotter à sa suite, et il poursuivit son chemin. Fais attention, lançai-je, comme un hurlement dans la nuit. Puis je le regardai s'éloigner, ses muscles puissants roulant sous son épaisse fourrure, la queue tendue à l'horizontale, en signe de détermination. Je dus faire appel à toutes mes forces pour m'empêcher de lui crier de faire demi-tour, de le supplier de ne pas m'abandonner. Je demeurai seul, pantelant d'avoir couru, et je le vis disparaître au loin. Il était si absorbé par sa recherche que je me sentais exclu, rejeté. Pour la première fois, j'éprouvais la rancœur et la jalousie qu'il ressentait durant mes séances d'art avec Vérité, lorsque j'étais avec Molly et que je lui ordonnais de rester à l'écart de mes pensées. C'était son premier contact d'adulte avec sa propre espèce. Et je comprenais son besoin de rencontrer les siens pour voir ce qu'ils étaient. Même s'il l'attaquait et le chassait, c'était ce qu'il fallait faire. Cependant, toutes les craintes que je nourrissais pour lui me criaient de me précipiter à sa suite, de me tenir auprès de lui en cas d'agression, au moins assez près pour l'aider en cas de nécessité. Mais il m'avait demandé de m'en abstenir. Non, il me l'avait enjoint, en exerçant le même privilège d'intimité dont je m'étais prévalu à son égard par le passé. Je sentis mon cœur se déchirer dans ma poitrine quand je me détournai pour regagner la berge du fleuve. J'avais l'impression d'être soudain borgne. Il n'était plus là à trotter à mes côtés, ni en avant de moi, pour me transmettre des informations et compléter celles que me fournissaient mes piètres sens. Je percevais sa présence au loin, le frisson du plaisir anticipé, le tremblement de la crainte et de la curiosité. Il était trop concentré sur sa propre existence en cet instant pour la partager avec moi. Soudain, je me demandais si c'était à rapprocher des sentiments qu'éprouvait Vérité lorsque je me trouvais à bord du Rurisque, et que je harcelais les pirates, tandis qu'il devait rester dans sa tour et se contenter des maigres renseignements qu'il parvenait à lire en moi. Je lui fournissais les comptes rendus les plus complets possibles, et je faisais un effort pour lui envoyer sans cesse des informations. Et il devait néanmoins éprouver peu ou prou le même sentiment torturant d'exclusion qui me retournait à présent l'estomac. Parvenu au bord du fleuve, je m'assis en attendant Œil de nuit.
Il avait dit qu'il reviendrait. Mon regard se perdit dans les ténèbres au-dessus de l'eau, et ma vie me semblait réduite à un petit point au fond de moi. Lentement, je me tournai vers l'amont. Toute envie de chasser s'était enfuie avec œil de nuit. Je restai longtemps sans bouger. Pour finir, je me levai et m'enfonçai dans la nuit, sans guère prêter d'attention à moi-même, ni à ce qui m'entourait. Je marchais sans bruit sur la berge sableuse, accompagné par le doux bruissement de l'eau. Quelque part, œil de nuit flaira l'odeur d'autres loups, et leurs effluves clairs et forts lui dirent leur nombre et leur sexe. Quelque part, il se montra à eux sans les menacer, sans pénétrer dans leur groupe, en leur annonçant simplement sa présence. Ils l'observèrent un moment. Le grand mâle de la meute s'avança et urina sur une touffe d'herbe. Puis il gratta la terre en y traçant de profonds sillons avec les pattes arrière. Une femelle se leva, s'étira, bâilla, puis s'assit et fixa son regard vert sur œil de nuit. Deux jeunes loups à peine sortis de l'enfance cessèrent de se mordiller le temps de l'examiner. L'un d'eux fit mine de se diriger vers lui, mais un grondement bas de sa mère lui fit faire demi-tour en hâte. Il reprit ses ébats avec son compagnon de litière. Œil de nuit s'assit dans une attitude signifiant qu'il ne cherchait pas la bagarre, et se laissa examiner. Une jeune femelle efflanquée laissa échapper un gémissement hésitant qui s'acheva en éternuement. Au bout de quelque temps, la majorité des loups se levèrent et s'en allèrent ensemble d'un pas décidé. Ils allaient chasser. La femelle éthique demeura en compagnie des louveteaux pour les surveiller en l'absence des autres. Après une hésitation, œil de nuit suivit la meute à distance respectueuse. De temps en temps, un loup lui jetait un regard par-dessus l'épaule. Le chef s'arrêtait fréquemment pour uriner, puis gratter la terre des pattes arrière. Quant à moi, je longeais le fleuve pendant que la nuit vieillissait autour de moi. La lune effectua son lent trajet dans le ciel nocturne. Je pris de la viande séchée dans mon baluchon et la mâchonnai, n'interrompant ma marche que pour boire quelques gorgées de l'eau à goût de craie du fleuve, lequel avait viré vers moi dans son lit gravillonneux. Je dus quitter la rive et monter sur la berge herbeuse qui la surplombait. Comme l'aube redessinait l'horizon, je me mis à chercher un endroit où dormir. Je jetai mon dévolu sur une petite éminence de la berge et me roulai en boule parmi les joncs. J'y serais invisible, à moins qu'on ne marche carrément sur moi, et en sécurité autant qu'ailleurs. Je me sentais très seul. Je dormis mal. Parti de moi-même observais d'autres loups, toujours de loin. Ils avaient conscience de ma présence, autant que moi de la leur. Ils ne m'avaient pas accepté, mais ils ne m'avaient pas non plus chassé. Et je m'étais gardé de m'approcher d'eux au point de les obliger à prendre une décision à mon sujet. Je les avais regardés tuer un mâle, d'une espèce de daim que je ne connaissais pas. Leur proie m'avait paru bien petite pour les nourrir tous. Pour ma part, j'avais faim, sans toutefois ressentir l'urgence de chasser. Ma curiosité envers cette meute était un appétit plus pressant. Je restais assis et les observais qui se couchaient pour dormir. Mes rêves s'écartèrent d'œil de nuit. J'eus de nouveau la perception disjointe de me savoir en train de rêver, mais incapable de me réveiller. Quelque chose m'appelait, me tiraillait avec une terrible insistance. J'obéis à cet appel, à contre-cœur mais impuissant à refuser, et je découvris une autre journée ailleurs, accompagnée de la fumée et des cris horriblement familiers qui s'élevaient ensemble dans le ciel bleu près de l'océan. Encore une ville de Béarn qui se battait et tombait sous les assauts des pirates. Et encore, je dus en être témoin. Cette nuit-là, et presque toutes celles qui suivirent, je fus forcé d'assister à la guerre contre les pirates rouges. Cette bataille et chacune de celles qui lui succédèrent sont gravées quelque part sur mon cœur, en détails impitoyables. Odorat, puis, toucher. J'y étais entièrement immergé. Quelque chose en moi tendait l'oreille, et chaque fois que je m'endormais, je me trouvais implacablement entraîné là où les hommes et les femmes des Siduchés combattaient et mouraient pour leur foyer. Je devais assister à la chute de Béarn, plus qu'aucun habitant de ce duché. Jour après jour, chaque fois que je m'assoupissais, je risquais à tout moment d'être appelé à en être spectateur. Je n'y décelais aucune logique. Peut-être nombre de sujets des Siduchés
avait-il à leur insu un talent pour l'art, et, face à la mort et à la souffrance, nous interpellait-il, Vérité et moi, d'une voix qu'ils ignoraient posséder. À plus d'une reprise, je sentis mon roi qui, comme moi, rôdait dans les villes convulsées de cauchemars, même si jamais je ne le revis aussi clairement que la première fois. Plus tard, je devais me souvenir qu'autrefois, j'avais ainsi partagé en rêve un moment avec le roi subtil, alors qu'il était appelé à assister à la chute de Vasbay. Et, depuis, je me demande s'il a souvent dû subir la torture d'être le spectateur d'attaques contre des villes qu'il était impuissant à protéger. Une partie de moi-même savait que je dormais au bord de l'Avin, bien loin de la fureur des combats, niché au creux des augeons, caressé par le souffle pur de la brise. Mais je n'y attachais guère d'importance. Seule comptait la brutale, Seule comptait la brutale réalité des batailles, dans lesquelles les pirates précipitaient au même moment les six duchés. Ce petit village anonyme de Béarn n'avait sans doute aucun poids stratégique, mais il s'écroulait sous mes yeux. Petite brique supplémentaire qui disparaissait d'une muraille. Une fois que les pirates tiendraient la côte de Béarn, jamais plus les six duchés ne se débarrasseraient d'eux. Et cette côte, ils étaient en train de s'en emparer, ville par ville, hameau par hameau, tandis que le prétendu roi se terrait à guet de négoce. La menace de notre lutte contre les pirates rouges était imminente à l'époque où je maniais l'aviron à bord du Rurisque. Mais au cours des derniers mois, coupé, isolé de la guerre, je m'étais laissé aller et oublier les gens qui vivaient ce conflit au quotidien. Je m'étais montré aussi insensible que royal. Je m'éveillai enfin à l'heure où les crépuscules commençaient à voiler les couleurs du fleuve et de la plaine. Je ne me sentais pas reposé, mais j'étais soulagé néanmoins d'avoir émergé de mes visions. Je m'assis en regardant autour de moi. Œil de nuit n'était pas revenu. Je me tendis brièvement vers lui. Mon frère, fit-il en réponse à mon contact, mais je perçus son agacement devant mon intrusion. Il observait une bagarre entre deux louveteaux. Je me retirai avec un sentiment d'accablement. Le contraste entre nos existences m'était soudain apparu trop immense. Les pirates rouges, les forgisations, les perfidies de Royal, même mon projet de tuer le nouveau roi, tout cela n'était tout à coup que de sales petites affaires humaines que j'avais imposées au loup. De quel droit permettais-je à tant de laideur de façonner sa vie? Il était là où il devait être. Même si cela ne me plaisait pas, la mission que je m'étais fixée n'engageait que moi. Je m'efforçais de renoncer à lui, mais l'étincelle opiniâtre résistait. Il avait dit qu'il reviendrait. Dans ce cas, je résolus que ce devait être de son propre chef. Je ne l'appellerai pas. Je me levai et repris ma route. Si Œil de Nuit décidait de me rejoindre, je le rattraperais sans mal. Rien ne vaut un loup au trot pour dévorer les lieux. De plus, je ne voyagerais pas plus vite en son absence, car sa nyctalopie allait me manquer. Je parvins à une zone du fleuve où la berge disparaissait pour laisser place à une sorte de marécage, et dont je ne sus tout d'abord s'il valait mieux le traverser ou essayer de le contourner, car il pouvait s'étendre sur plusieurs milles. Au bout du compte, je décidai de marcher le plus près possible de l'eau vive. S'ensuivit une nuit pénible, à patauger au milieu des roseaux et des joncs, à trébucher sur les racines emmêlées, les pieds trempés, harcelés par des hordes de cousins enthousiastes. Faut-il être bête, me disais-je, pour s'aventurer dans un marais inconnu en pleine nuit? J'aurais bonne mine si je tombais dans une fondrière et m'y noyais. Au-dessus de moi, je ne voyais que les étoiles autour de moi, que d'immuables murailles de roseaux. À droite, j'entreapercevais par moments le large fleuve obscur. Je continuai ma route vers l'amont. À l'aube, je pataugeais toujours. Mes jambières et mes chaussures étaient couvertes d'une gangue de minuscules plantes aux longues racines. Mon torse de piqûres d'insectes. Sans m'arrêter, car je ne voyais nulle part où me reposer, j'avalais des morceaux de viande séchée. Puis, résolvant de tirer quelque profit de ma situation, je cueillis en chemin des rhizomes de mazette. Il était midi passé, quand une vraie rive commença de réapparaître, et je m'obligeai à marcher encore une heure pour m'éloigner des cousins et des moustiques. Ensuite, je débarrassai mes jambières, mes chaussures et ma personne de la vase et de la boue verdâtre du marais avant de m'affaler et de m'endormir comme une masse.
Quelque part, Œil de Nuit, immobile, gardait une attitude toute pacifique, tandis que la femelle, efflanquée, se dirigeait vers lui. Comme elle s'approchait, il se coucha sur le ventre, roula sur le flanc, puis sur le dos, la gorge offerte. Elle avança vers lui à pas comptés, s'arrêta soudain, s'assit, et l'examina. Tout à coup, elle rabattit les oreilles en arrière, gronda tout gros dehors, puis se leva, fit demi-tour, et s'en alla au galop. Au bout d'un moment, Œil de Nuit se leva lui aussi, et partit chasser la musaraigne. Il paraissait content. Et encore une fois, alors que sa présence s'évanouissait, je fus attiré en Béarn. Un autre village brûlait. Je m'éveillai en proie au découragement. Au lieu de reprendre ma route, je fis un petit feu avec du bois trouvé sur le bord du fleuve et mis de l'eau à chauffer dans ma bouilloire pour faire cuire les rhizomes. Après quoi, je découpai de petits bouts de viande boucanée que j'ajoutai aux racines farineuses, avec une pincée de ma précieuse réserve de sel et quelques légumes sauvages. Malheureusement, le goût de craie de l'eau prédominait dans mon ragoût. Le ventre plein, je secouai mon manteau, m'enroulai dedans pour me protéger des insectes nocturnes et m'assoupis à nouveau. Œil de Nuit et le chef de la meute se tenaient debout, face à face, et s'observaient. La distance entre eux était suffisante pour qu'il n'y ait pas de défi dans leur attitude, mais Œil de Nuit gardait la queue basse. Le chef était de plus grande taille que lui, et son pelage était noir. Moins bien nourri, il portait néanmoins les cicatrices de multiples combats et de nombreuses chasses, et sa pose respirait l'assurance. Œil de Nuit ne bougeait pas. Au bout d'un moment, l'autre loup se déplaça de quelques pas, leva la patte au-dessus d'une touffe d'herbe et urina. Il gratta la terre des pattes avant, puis il s'en alla, sans un regard en arrière. Œil de Nuit s'assit, pensif. Le lendemain matin, je poursuivis ma route. Œil de Nuit ne m'avait quitté que depuis 2 jours, et pourtant j'avais l'impression de marcher seul depuis très longtemps. Comment Œil de Nuit mesurait-il notre séparation, lui me demandai-je. Pas en jour ni en nuit. Il était parti à la recherche de quelque chose, et lorsqu'il l'aurait trouvé, le temps d'être loin de moi serait fini. Il reviendrait. Mais à la recherche de quoi était-il en vérité? De l'effet que cela faisait d'être un loup parmi les loups? De faire partie d'une meute? S'il était accepté, que se passerait-il? Aurait-il au milieu d'eux une journée, une semaine, une saison? Combien de temps avant que je m'éloigne et disparaisse dans un des hier sans fin de son esprit? Pourquoi voudrait-il retourner auprès de moi si la meute l'acceptait? Je finis par devoir me rendre à l'évidence. J'avais le cœur aussi meurtri que si un ami humain m'avait rejeté pour préférer la compagnie d'autres personnes. J'avais envie de hurler, de transmettre à Œil de Nuit la solitude dans laquelle me plongeait son absence. Je m'en retins par un effort de volonté. Ce n'était pas un chien de manchon qu'on siffle, qui se précipite aussitôt aux pieds. C'était un ami, et nous avions un temps voyagé de conserve. Voilà tout. Quel droit avais-je de lui demander de renoncer à la possibilité d'avoir une compagne et une vraie meute, simplement pour qu'il reste à mes côtés? Aucun, absolument aucun. À midi, je tombais sur une piste qui suivait la rive, et, à la fin de l'après-midi, j'étais passé devant plusieurs fermes, où prédominait la culture des melons et des céréales. Un réseau de canaux distribuait aux champs l'eau du fleuve. Les habitations de terre se dressaient très à l'écart des berges, sans doute pour éviter les risques d'inondation. Des chiens avaient aboyé à mon passage, des troupeaux de grasses oies blanches avaient cacardé, mais je n'avais vu ni homme ni femme d'assez près pour l'interpeller. La piste élargie était devenue une route, marquée d'ornières de carrioles. Le soleil dardait ses rayons sur ma tête et mon dos du haut d'un ciel limpide. Loin au-dessus de moi, j'entendis le qui strident d'un faucon. Levant les yeux, je le vis planer, les ailes ouvertes et immobiles. Il poussa un nouveau cri, replia les ailes et fondit sur moi. En réalité, songeai-je, il devait plonger sur quelques petits rongeurs dans un champ proche. Je le regardais tomber vers moi et ne compris qu'au dernier moment que j'étais bel et bien sa cible.
Je me protégeais le visage du bras à l'instant où il rouvrait les ailes, et je sentis le vent de son brusque arrêt. Pour un oiseau de sa taille, c'est avec une grande légèreté qu'il se posa sur mon avant-bras toujours levé. Néanmoins, ses serres s'enfoncèrent douloureusement dans ma chair. Ma première idée fut qu'il s'agissait d'un faucon dressé, qui était retourné à l'état sauvage, mais qui, à ma vue, avait décidé de revenir à l'homme. Un lambeau de cuir encore attaché à l'une de ses pattes pouvait fort bien être un reste de raie. L'oiseau, magnifique à tout égard, clignait les yeux sans faire mine de quitter son juchoir, et je tendis le bras pour mieux l'observer. Je m'aperçus alors que le bout de cuir à sa patte était noué sur un minuscule rouleau de parchemin. Je peux regarder demandai-je à l'animal. Au son de ma voix, il tourna la tête de côté, et un œil brillant m'examina. C'était Grésille. Lignage. Ce fut tout ce que je captai de ses pensées, mais c'était suffisant. À Castelcer, je n'avais jamais été très doué avec les oiseaux, au point que Burich m'avait finalement interdit de m'approcher d'eux car ma présence les énervait toujours. Cependant, quand je tendis mon vif vers la flamme vive de son esprit, celui-ci paraissait serein. Je dégageai le petit manuscrit de son attache et, en réaction, le faucon se déplaça sur mon bras pour replanter ses serres plus loin dans ma chair. Soudain, il déploya ses ailes et s'élança, battant lourdement l'air pour gagner de l'altitude. Au sommet d'une dernière spirale, il émit encore un qui aigu, puis se laissa glisser dans le ciel. Du sang ruisselait sur mon bras là où les serres m'avaient entaillé la peau, et une de mes oreilles sonnait encore du battement de ses ailes. Je jetai un coup d'œil à mes blessures superficielles, mais la curiosité l'emporta, et je m'intéressai au petit parchemin. Ce sont les pigeons qui portent les messages, pas les faucons. L'écriture petite, en pâte d'araignée, avait un style vieillot, et l'éclat du soleil n'en facilitait pas la lecture. Je m'assis au bord de la route et de la main, fis de l'ombre au rouleau pour mieux l'étudier. Les premiers mots me glacèrent le cœur. Le lignage, salut le lignage. Le reste était plus difficile à déchiffrer. Le parchemin était déchiré, l'orthographe fantasque, les mots aussi peu nombreux que la clarté du texte le permettait. L'avertissement venait de Fragon, mais c'était probablement Rolf qui l'avait rédigé. Le roi royal chassait désormais activement le lignage, et, aux membres qu'il attrapait, il offrait de l'argent s'ils acceptaient de coopérer pour capturer un homme et un loup qui voyageaient de conserve. Rolf et Fragon pensaient qu'il s'agissait d'Œil de Nuit et moi. Royal menaçait de mort ceux qui refusaient. Il n'y avait pas grand-chose d'autre dans la missive, à part une invitation à donner mon odeur à d'autres du lignage, et à leur demander toute l'aide possible. La suite du document était trop abîmée pour être lisible. Je coinçai le rouleau dans ma ceinture. Des ténèbres semblaient ternir l'éclatante journée. Ainsi, Guillot avait révélé à Royal que j'étais vivant, et Royal me craignait assez pour avoir pris de telles mesures contre moi. Peut-être valait-il mieux qu'Œil de Nuit et moi fussions séparés pour un temps. Au crépuscule, je grimpais au sommet d'une petite butte sur la rive. Plus loin, niché dans un coude du fleuve, brillaient quelques lumières. Sans doute un comptoir d'échange ou l'appontement d'un bac qui permettait aux fermiers et aux bergers de traverser le cours d'eau à pied sec. Je me mis en marche vers les lumières sans les quitter des yeux. Elles étaient promesses de repas chauds, de compagnie et d'abri pour la nuit. Je pouvais, si je le désirais, m'y arrêter et bavarder avec ces gens. Il me restait un peu d'argent, pas de loup à mes côtés pour susciter des questions, pas d'œil de nuit rôdant aux alentours en espérant qu'aucun chien ne détecterait son odeur, personne d'autre que moi à protéger. Ma foi, peut-être, pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire halte là-bas, boire un verre et converser un moment? J'apprendrais peut-être à quelle distance je me trouvais de Guénénégoce et ce qui s'y passait. Il était temps que je songe à imaginer un plan sérieux sur la façon dont je comptais m'y prendre avec Royal. Il était temps que je commence à ne dépendre que de moi-même.